Je vais plutôt essayer, alors faut-il ouvrir les frontières? C'est un sujet que j'ai traité depuis déjà maintenant 15 ans, 16 ans même, puisque la première fois que j'avais écrit un livre sur la question, c'était à la demande de Bertrand Badi, qui est un de mes collègues internationalistes, qui dirigeait une petite collection qui s'appelait La Bibliothèque du Citoyen aux presses de Sciences Po, et j'avais écrit ce livre cette première fois, et si j'ose dire, après on m'a demandé de le réécrire, donc j'ai fait une nouvelle version en 2014, beaucoup plus actualisée au contexte actuel, mais ceci dit, les arguments n'ont pas changé d'une ligne par rapport à ce que je disais déjà en 99, même si les contextes ont changé. Alors tout d'abord, pour justement entrer dans le contexte, j'ai apporté quelques cartes de mon atlas des migrations, qui d'ailleurs commence à être vieillissant, puisqu'il est 2012. Je vais en faire une nouvelle version pour 2016, et simplement pour donner un peu un contexte de la situation. Quelques chiffres tout d'abord, puisque en 2014, l'Union européenne a reçu 625 000 demandeurs d'asile, donc c'était une proportion qu'on n'avait jamais eue dans cette ampleur, même si on a eu des pics très importants de demandes d'asile au lendemain de la chute du mur de Berlin, 500 000 demandeurs d'asile annuels pendant ces années 91-92 à l'époque. D'autre part, on a également d'autres éléments de contexte. On a à peu près 30 000 morts en Méditerranée entre 2000 et 2015. 40 000 selon les évaluations qui ont été faites, qui sous-estiment plutôt la réalité entre les années 90 et 2015. Et puis, parmi les autres éléments importants, en fait, l'Europe reste la première destination migratoire au monde en termes de flux. Mais en revanche, aujourd'hui, il y a autant de migrants, et on le voit sur cette carte, qui vont vers le sud que de migrants qui vont vers le nord. Donc tous les contextes qui ont été présentés tout à l'heure sont très actuels, puisque les pays du sud, dits du sud, sont tout à fait confrontés aux migrations. On a en gros 120 millions de gens qui vont vers le nord, c'est-à-dire sud-nord et nord-nord, et 120 millions de gens qui vont vers le sud, c'est-à-dire sud-sud et nord-sud. On y a fait allusion ce matin. Un autre élément qui peut permettre aussi de comprendre le contexte actuel, c'est que malgré la mondialisation des migrations dans laquelle on est entré, qui est une mondialisation modeste, puisqu'on n'a que 3,2% de la population mondiale qui sont des migrants. Il ne faut pas oublier que dans les années 1900, on avait à peu près 5% de la population mondiale qui étaient des migrants, surtout des Européens, mais pas seulement. En fait, les migrations sont de plus en plus organisées en systèmes migratoires régionaux. Espace, mais aussi systèmes migratoires régionaux. Espace parce qu'ils ont des parcours qui sont déjà, disons, finalisés souvent depuis longtemps. Il y a des traditions historiques, culturelles, linguistiques, etc. Des facilités plus ou moins grandes de circuler. Et puis des systèmes, c'est-à-dire des phénomènes d'interdépendance à l'intérieur de ces espaces et des échanges transnationaux qui balisent également ces espaces. Et on le voit très bien. Et avant de venir, je regardais le grand dépliant du PNUD, le programme des Nations Unies pour le département de la population des Nations Unies, qui fait un rapport annuel avec une énorme affiche à l'échelle mondiale sur les flux migratoires. Et en fait, si on regarde toutes les régions du monde, chacune des régions du monde, demi-continent parfois par demi-continent, on s'aperçoit que sans aucune exception, dans toutes ces régions, il y a plus de migrants qui viennent de la région que de migrants qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez le cône sud latino-américain, l'essentiel des migrants viennent du cône sud latino-américain. Si vous prenez les États-Unis, la moitié des migrants viennent d'Amérique centrale et du Mexique et une autre petite partie du Canada. Donc plus de la moitié des migrants vient du continent américain. Si vous regardez l'Europe, l'essentiel des migrants vient de la rive sud de la Méditerranée. On y reviendra. En Afrique, un migrant sur deux migre en Afrique et dans les pays du Golfe. Si vous prenez la Russie, l'essentiel des migrants, c'est des gens d'Asie centrale. En Asie du Sud-Est, l'essentiel des migrants vient d'Asie du Sud-Est. Et en Australie,
Ils ont depuis longtemps abandonné, malgré leur politique très dure de contrôle des frontières et d'asile, le rêve de l'Australie blanche. Et en dehors des Anglais et des Irlandais, les autres migrants sont des Asiatiques. Donc on a un phénomène de régionalisation accélérée des migrations. Et c'est dans ce contexte aussi qu'il faut interpréter la crise actuelle, puisque la Turquie est un espace migratoire régional très important, et donc ce qui explique qu'elle ait accueilli 2 millions de Syriens sur les 4 millions qui sont sortis de chez eux. Et pour ce qui est de la Méditerranée, la distinction que faisait dans un autre contexte le géographe Yves Lacoste, qui parlait des 3 Méditerranées, est également vrai en termes de flux migratoires. Lui, il distinguait Maghreb-Europe d'un côté, les Balkans et le Proche-Orient. Et si on regarde les types de flux que l'on a du Maghreb vers l'Europe, on a effectivement un phénomène d'interdépendance mutuelle et de migration, en gros, à des fins de travail, pas seulement, mais majoritairement, et de regroupement familial. Si on regarde les Balkans, on a eu beaucoup de mobilité, mais on en a à nouveau par la fameuse route des Balkans qui est empruntée aujourd'hui. Et Proche-Orient, eh bien là, on a aussi beaucoup de phénomènes sans cette opposition pays de départ, pays d'accueil, avec surtout des flux de réfugiés. Donc on a des types de profils migratoires qui sont assez différents d'une région à l'autre et qui sont, disons, portés par un changement de ces dynamiques qui sont, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a une telle régionalisation des flux? Parce qu'on a des nouveaux profils de migrants. La féminisation de la migration, 51% des migrants internationaux, fait que les femmes vont moins loin surtout que les hommes dans leur grand parcours migratoire, pour des raisons familiales. Les mineurs non accompagnés vont moins loin. Les déplacés environnementaux, pour la plupart d'entre eux, c'est des gens pauvres, donc ils ne vont pas loin, etc. Donc plus on va vers une diversification des flux, plus on va vers une régionalisation accélérée de ces flux. Et donc l'Europe, première région d'immigration au monde, est confrontée à ces phénomènes de flux régionaux aujourd'hui. Autre constat que l'on peut faire, même si je ne vais pas rassurez-vous, pas vous présenter toutes les cartes, donc la rationalité des migrants, puisque c'est les régions les plus qui condensent les inégalités du développement humain, qui produisent des flux migratoires pour l'essentiel, notamment le continent africain, l'Afrique subsaharienne, les différences d'âge médian en termes démographiques, 40 ans en Europe, au Maghreb on est entre 25 et 29 ans à peu près, en Afrique subsaharienne 19 ans, donc là il y a un vrai écart également qu'on retrouve entre la richesse et la pauvreté. Donc les grandes lignes de fracture du monde sont aussi des grandes lignes d'intense mobilité migratoire au monde, comme on le voit. Les frontières étant pour l'essentiel très difficiles à franchir, on a eu depuis ces 20 dernières années une économie du passage florissante, comme on peut le voir, avec les morts aux frontières dont j'ai parlé. Et puis les flux de réfugiés, donc comme on peut le voir avec les foyers de crise, et puis des phénomènes nouveaux comme le tourisme international qui développe ces nouvelles migrations nord-sud dont on a parlé, les seniors au soleil, etc. Toute une série de phénomènes nouveaux. 1 milliard de touristes internationaux aujourd'hui sur 7 milliards de la planète, donc c'est beaucoup. Donc le monde est malgré tout entré en mobilité. Donc c'était surtout ça que je voulais vous montrer, ainsi que les effets pervers des pratiques migratoires par rapport aux institutions qui existent pour essayer de les réguler. Les morts aux frontières ici, et là je suis très en deçà de la réalité puisque c'est une carte qui date de 2011. Ensuite, d'autres frontières qui sont contournées, comme par exemple, au lieu de la mer, on a le passage terrestre entre la Grèce et la Turquie au niveau de la Thrace. Et puis ensuite, pour ces gens qui arrivent dans le nord de la Grèce, soit ils vont à Athènes, soit ils vont en Macédoine. De là, ils entrent en Serbie, ensuite en Hongrie, en Autriche, etc. Et puis, quelques autres éléments que je voulais vous montrer.
malgré tout, la poursuite de la dépendance de l'Europe à l'égard de la migration. Des phénomènes un peu étonnants, mais qui existent dans beaucoup de pays européens, les fameux gens du nord de l'Europe vers le sud, ou du nord, de l'Europe vers la rive sud de la Méditerranée, et puis des caractéristiques différentes d'un pays à l'autre, ce qui explique aussi la différence des réponses en termes de paysage migratoire d'un pays européen à l'autre. C'est vrai aussi pour l'Europe du Sud, qu'on met dans le même sac toutes ces caractéristiques, parce qu'ils sont entrés à peu près dans la même période, de pays d'émigration à pays d'immigration, mais avec des réalités en termes de nationalité très différentes. On pourra y revenir. Les Roms, qui sont un sujet très important si on s'intéresse à la question des frontières. 10% de la population dans certains pays comme la Roumanie et par exemple la Bulgarie. Et puis donc les flux de l'Est, qui ont été un enseignement pour l'Europe, puisqu'on a ouvert les frontières et on a vu se développer une sorte d'installation dans la mobilité, une circulation migratoire, comme disent les géographes, qui a été la réponse à cette ouverture des frontières. Je ne vais pas revenir, je ne vous présente pas plus que ça, mais je voulais juste insister sur ces réalités pour essayer de comprendre la question, faut-il ouvrir les frontières? Alors d'une part, dans ce contexte mondialisé, on a de plus en plus de gens qui partent pour des raisons diverses, mais qui sont pour l'essentiel, en dehors des crises et des conflits, qui sont aujourd'hui un des facteurs essentiels des arrivées en Europe, un autre élément qui est se donner un autre avenir. Aujourd'hui, l'Europe a cette caractéristique d'avoir été longtemps dépendante de la main-d'œuvre étrangère venue d'ailleurs, et en même temps, aujourd'hui, les flux de travail, c'est à peu près à peine 15% des entrées légales. C'est-à-dire que l'essentiel des flux migratoires vers l'Europe, c'est des flux légaux, c'est-à-dire des gens qui entrent dans le cadre de la mobilité intra-européenne, dont on a parlé ce matin, dans le cadre de regroupement familial, de la demande d'asile, des étudiants et des très qualifiés. Et puis le reste, des gens qui n'arrivent pas à entrer dans ces catégories et qui sont donc les fameux sans-papiers ou les déboutés du droit d'asile. Donc c'est un continent d'immigration malgré lui, que ça a été dit pour la Tunisie, mais c'est encore plus vrai pour l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des gens qu'on ne peut pas empêcher d'entrer, pour la plupart. Donc ça, c'est une première réalité, dans un contexte européen qui est marqué par la montée des extrêmes droites. Les pays européens, dans leurs décisions souveraines, sont souvent très dépendants, et peut-être trop dépendants, ou se rendent trop dépendants des sondages et de la montée des partis d'extrême droite qui ont mis en numéro 1 de leur programme la question des étrangers. Autre élément, donc, face à cette réalité, on a tous ceux qui considèrent, à tort ou à raison, que chez eux, il n'y a pas d'espoir. Donc les fameux grilleurs de frontières, les haragas qu'on voit entre différents pays de la rive sud de la Méditerranée et les pays européens, et puis les subsahariens, qui sont des transmigrants dont on a parlé ce matin également, parmi lesquels il y a des gens qui à la fois fuient des crises et des conflits, mais en même temps essayent de trouver des opportunités de travail. D'où les fameux flux mixtes dont on parle beaucoup, et le débat récent qu'on a eu opposant les migrants aux réfugiés est un faux débat. Les réfugiés sont des migrants au sens international du terme, et il n'y a pas d'un côté les bons réfugiés et les mauvais migrants. Et beaucoup de gens sont les deux à la fois, donc on a de plus en plus de situations qui allient plusieurs catégories de migration. Autre élément également, parmi ces phénomènes récents, c'est l'attraction que peut représenter l'Europe, même si on est loin d'attirer tout le monde, puisqu'il y a les États-Unis, le Canada, l'Australie, puis beaucoup de pays du Sud qui sont devenus très attractifs, y compris la Tunisie et le Maroc pour d'autres profils de migrants. Et donc, comme les frontières sont difficiles pour la plupart, c'est-à-dire les riches des pays pauvres n'ont jamais de grandes difficultés à traverser les frontières. Et aujourd'hui, une des plus grandes inégalités au monde, c'est le droit de bouger, le droit de migrer. Parce que selon le pays où l'on est né, on est soumis ou pas à des visas
Et donc, ceux qui se trouvent dans des catégories intermédiaires, qui sont les gens qu'on voit tous les jours sur les écrans de télévision, c'est ceux-là qui migrent. C'est-à-dire des gens qui ont suffisamment d'argent pour payer des passeurs, qui sont de plus en plus scolarisés, de plus en plus urbanisés, qui sont branchés en permanence sur les médias divers et qui se disent qu'ils ne vont pas attendre leur vie pour en changer. Et donc, il faut bouger. Donc, l'option migration fait partie de leur univers de pensée. Et il y a une offre de passage qui est à la mesure de la fermeture. C'est-à-dire l'économie du passage s'est considérablement développée ces dernières années. C'est devenu une industrie avec des proportions diverses. Ça peut être le petit entrepreneur qui va acheter un Zodiac, mais ça peut être celui qui achète un cargo pour 700 personnes, comme on l'a vu au large des côtes italiennes cet hiver dernier, en abandonnant le bateau, en se disant il va se fracasser sur les côtes italiennes, il y en a 50 qui seront morts, mais les autres arriveront, etc. Et on a des types d'entreprises extrêmement diverses en la matière, mais c'est une offre considérable. D'autre part, on a également, dans ce contexte, les grandes crises qui ont créé autour de l'Europe toute une série de nouveaux arrivants. On est cerné de crises, la Libye, on a la Syrie, on a l'Irak, on a la Corne de l'Afrique, etc. Puis des pays, actuellement j'ai une étudiante qui travaille là-dessus, des pays qui, considérés comme aujourd'hui plus calmes, si j'ose dire, comme l'Afghanistan, continuent à produire des migrants parce que la situation chez eux ne s'est pas améliorée, tout au moins à leurs yeux, et donc ils restent dépendants de la migration pour faire vivre leur famille. Donc il y a une poursuite, un échec des politiques de retour et un retour en migration de ces migrants. Donc un phénomène, disons, de mobilité vers l'Europe dans un contexte institutionnel européen de crispation sur la question de la frontière. De crispation qui date des années 90, ça a été présenté ce matin, et encore plus des années 90-2000. Et donc on a eu une politique difficile à mettre en œuvre à l'échelon européen, ça a été dit, mais surtout une politique de dissuasion. C'est à partir du moment où les questions migratoires sont entrées dans le pilier affaires intérieures, la question des migrations a été traitée comme une question sécuritaire. Et donc, on n'est plus du tout dans l'approche main-d'œuvre qui était celle des années 70-80, mais on est dans une approche de répression, de dissuasion. Et je dirais que la crise aujourd'hui, c'est surtout la crise de la dissuasion. C'est-à-dire qu'on constate qu'en fait, 25 ans de dissuasion, ça n'a pas donné grand-chose en termes d'atténuation des flux. Les flux qui ne sont pas énormes, mais qui se poursuivent, de toute façon, n'ont pas été véritablement dissuadés par l'ensemble des dispositifs institutionnels, ni par les instruments technologiques mis au profit du contrôle des frontières. On a vu les grilles de Ceuta, on a le fameux système d'information Schengen, on a Eurodac, les prises d'empreintes digitales des demandeurs d'asile, on a les murs qui sont construits entre la Grèce et la Turquie. Tout à l'heure, je le montrais, je suis allée dans cet endroit-là. Alors, bien sûr, il y a un contrôle qui dure un peu longtemps avec quelques barbelés, mais dans cet endroit-là, par exemple, l'essentiel, c'est de la rase campagne avec des oliviers. Il n'y a pas beaucoup de routes, donc tout le monde peut passer. La population qui est dans cette région de la Grèce est turque, donc elle est devenue de nationalité grecque, mais elle est turque. Donc il y a beaucoup d'échanges entre les deux côtés et on passe. La rivière n'est pas très large, donc voilà. Donc il est très difficile de contrôler les frontières de l'Europe, puisque, comme dit Michel Fouché, on a eu l'obsession des frontières. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de frontières en Europe que depuis ces dernières années, à cause de l'arrivée des nouveaux entrants. Et donc c'est quasiment impossible de contrôler tous les endroits, sauf si on met tous les 100 mètres quelqu'un armé d'une mitraillette. Donc bon, on est dans ce contexte-là. Donc on a eu toute une série d'instruments. Et finalement, on a aussi associé d'autres acteurs pour le contrôle, c'est-à-dire les transporteurs depuis les années 90. On a également impliqué, vous le savez mieux que moi, les pays de départ ou les pays de transit dans l'aide au contrôle des frontières avec les politiques externalisées, les accords de réadmission, etc.
En fait, la gestion extérieure des frontières extérieures de l'Europe est quelque chose qui est très difficile à réaliser. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai aussi, pas seulement de l'Europe, mais de beaucoup d'autres frontières dans le monde. Si on regarde par exemple la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est la frontière la plus contrôlée du monde, mais en même temps la frontière la plus traversée au monde. Il y a eu un début de régularisation pour les 11 millions de sans-papiers estimés aux États-Unis, qui a été entamé par Barack Obama. Il y a un mur qui a été construit depuis 2006, mais malgré tout, El Norte, c'est l'objectif, pas seulement des Mexicains, mais aussi des gens d'Amérique centrale aujourd'hui, extrêmement répandus. Beaucoup d'autres frontières au monde sont également une cible de passage. Il y a aussi l'idée qu'il faut transgresser, et on en arrive à un deuxième thème, si j'ose dire, transgresser la frontière. C'est-à-dire il y a toute une fierté aussi d'avoir transgressé géographiquement, institutionnellement, cette frontière pour laquelle un certain nombre de gens se demandent quel est le bien fondé du contrôle de la frontière. Alors la frontière, elle a créé beaucoup d'effets pervers. Comme on le sait, il y a eu des quantités d'études qui ont été faites là-dessus, notamment les morts. La première chose, est-ce que l'Union européenne peut tolérer qu'il y ait des milliers de morts à ses portes? Donc ça, c'est une première question qu'on peut se poser quand l'Union se considère, à juste titre, comme un lieu de respect des droits de l'homme, de paix, de démocratie. Les morts aux frontières, à mon avis, sont une interrogation cruciale pour l'Europe dans ses valeurs elle-même. Deuxièmement, des politiques de protection des migrants, comme l'asile, ont été parfois un peu instrumentalisées au profit du contrôle des frontières. C'est-à-dire depuis les accords de Dublin de 1990, en passant par Dublin II, dont on a parlé ce matin, le One Stop, One Shop, on a cessé de restreindre les opportunités d'obtenir le statut de réfugié, puisqu'on a créé la liste des pays sûrs, la liste des pays tiers sûrs, la notion de demande manifestation infondée, tout ça dans les années 90. Et ensuite, on a non seulement obligé les gens à demander l'asile à tel ou tel point, donc avec des sortes de lieux de fixation de personnes malgré elles, si j'ose dire. On a Calais en France, insoluble pour l'instant apparemment, et puis on a Athènes aussi, et quelques autres points comme ça de fixation de ces personnes qui ne veulent pas rester là où elles sont pour demander l'asile. On a également des camps pas seulement en Europe, mais aux portes de l'Europe. On a également, un choix du sécuritaire par rapport à l'économique. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que plus les frontières sont ouvertes, plus les gens circulent et moins ils s'installent. Plus elles sont fermées, plus on a une sédentarisation aléatoire de gens qui se disent j'ai eu du mal à entrer comme sans-papier, je vais attendre ma régularisation et ensuite je pourrai retourner chez moi. La première chose que font les sans-papiers quand ils sont régularisés, c'est de retourner chez eux, voir leur famille. Et donc on bloque une mobilité qui existait, par exemple, entre le Maghreb et l'Europe de façon très forte, avec le régime des visas, avec l'impossibilité pour toute une série de catégories de gens d'obtenir un visa. Et donc, on bloque la mobilité. On bloque aussi toute une série d'échanges transnationaux. Il y a des quantités de travaux qui ont été faits sur l'économie transnationale euro-méditerranéenne, si j'ose dire, et il y aurait des opportunités beaucoup plus grandes si les gens pouvaient créer ici, là-bas. Et ceux qui profitent de ces opportunités, c'est souvent les doubles nationaux. C'est-à-dire des gens qui ont compris que l'obstacle de la nationalité et donc du visa pouvait être contourné par la double nationalité. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on a plus de 100 pays qui acceptent ou tolèrent la double nationalité. C'est à mon avis une solution d'avenir expérimentée par les migrants eux-mêmes pour contourner les frontières. Et beaucoup de pays de départ ont compris,
qu'il fallait encourager cette solution, alors que pendant longtemps, ils étaient plutôt hostiles pour des raisons nationalistes au fait que les gens acquièrent la double nationalité. Et donc là, c'est un exemple de contournement qui est autre que le passage clandestin par la voie institutionnelle. Autre élément, autre effet pervers de la frontière, les sans-papiers. On a des millions de sans-papiers en Europe, on ne peut pas les compter, mais on dit 5 millions, enfin tous les chiffres sont possibles, mais disons qu'il y a une estimation qui tourne autour de 5 millions et 11 millions aux États-Unis, et donc des gens qui sont privés de la plupart des droits dans les pays européens, qui ont une vie impossible parce qu'il faut contourner les contrôles policiers. Si on travaille, on le fait au noir, etc. On perd énormément d'argent, ne serait-ce que d'un point de vue financier, à maintenir les gens. Moi, j'ai vu des gens qui avaient été maintenus 15 ans dans une situation de sans-papiers avant de pouvoir se faire régulariser en France, qui avaient un profil étudiant, qui avaient travaillé, etc. Et donc, pendant ce temps-là, c'est des consommateurs rasant les murs. C'est des gens qui ne payent pas d'impôts, ou parfois ils payent des impôts pour pouvoir se faire régulariser, qui donc sont dans une vie, disons, une demi-existence humaine, si j'ose dire, avec cette situation impossible, et qui sont peu payés. Et donc ça, c'est aussi un des effets pervers du contrôle des frontières et des régimes qui sont imposés, avec effectivement un manque de vue à long terme de la situation. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation de crispation, si j'ose dire, qui s'est vraiment installée dans les pays européens après la crise, en gros au milieu des années 80 et parfois plus tard dans certains pays européens? D'une part, des mouvements d'opinion publique, et notamment la montée de l'extrême droite, l'idée fausse aussi que le marché du travail, qui est extrêmement segmenté, serait établi une fois pour toutes. J'ai entendu qu'en Tunisie, on avait la préférence nationale pour l'emploi. En Europe, on a la préférence européenne à l'emploi. Mais finalement, c'est un peu contradictoire avec le fait que l'ensemble des pays européens soient dans une économie libérale. Dans une économie libérale, on n'a pas le 5e plan du comité central du Parti communiste soviétique qui définit le nombre d'emplois. L'emploi crée l'emploi. Donc c'est un peu une fausse idée que les personnes vont prendre les emplois des autres, parce que d'une part, il y a des quantités d'emplois en Europe qui sont fermées aux étrangers, et par ailleurs, il y a une très forte segmentation du marché du travail qui fait que les secteurs où il puisse y avoir une mise en concurrence sont extrêmement limités, mais c'est un débat qui continue à circuler. D'autre part, l'approche coût-avantage de l'immigration. C'est aussi on a 40 ans de débat sur l'approche coût-avantage de l'immigration. Toutes les études qui ont été faites là-dessus, première étude, j'y ai participé d'ailleurs, c'était mon premier travail comme étudiante en 1976, l'étude d'Anicet Leporce, Immigration et développement économique et social, qui montrait que l'immigration, à l'époque, déjà rapportait plus qu'elle ne coûtait. Ensuite, on a eu plusieurs études qui ont été faites par l'OCDE sur la même question. Ensuite, on a eu une étude qui a été faite par des chercheurs de l'université de Lille et un autre de l'école d'économie de Paris qui s'appelle... dans une petite collection de poche, on entend dire que l'immigration coûte cher à la France. Qu'en pensent les économistes? Ils répondent point par point que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Mais l'idée encore dans l'opinion, c'est que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte. Donc ça aussi, il y a beaucoup de choses à faire pour changer les mentalités en la matière. Et puis, il y a la peur, tout simplement, la peur ordinaire, si j'ose dire, qui s'est emparée des pays européens et qui font que le défaut de solidarité, mais j'y reviendrai pas, est crucial aujourd'hui dans la réponse à la situation. Donc, multiplication des frontières géographiques, des frontières institutionnelles, des frontières également dans les mentalités, et tout ça, ça conduit à tous ces effets pervers que j'ai présentés et qui nuisent beaucoup à la considération du sujet. Est-ce qu'on peut sortir de cela ? Alors, il y a plusieurs éléments qui ont été proposés dans toute une série de travaux en la matière, parmi lesquels un débat qui avait déjà été amorcé par le Haut-Commissariat aux réfugiés depuis déjà longtemps, que j'avais eu là-bas, et finalement qui est la question de l'ouverture plus grande du marché du travail, puisqu'une partie des gens, par exemple, pour répondre à la crise des réfugiés, viennent parce que
ils ne sont pas infondés à demander le statut de réfugié, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas entrer autrement dans un pays. Donc, si on ouvrait plus, c'était le cas des Portugais, par exemple, dans les années juste avant la chute de Salazar, 70 jusqu'à 74, beaucoup auraient pu demander l'asile. Ils ne le demandaient pas parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient entrer illégalement, se faire régulariser au bout de quelques mois. Donc, ils entraient sur le marché du travail directement. On pourrait tout à fait imaginer d'ouvrir davantage qu'on ne le fait en Europe. On a un marché du travail qui est extrêmement, qui est ouvert à une infime catégorie de gens très qualifiés dans l'ensemble, parce qu'on a eu un livre vert européen qui est sorti en 2005, qui a dit, qui était inspiré d'ailleurs d'un rapport des Nations Unies qui s'appelait Lever les barrières, du PNUD, et qui pointait précisément les risques de vieillissement démographique de l'Europe, la dépendance à l'égard du marché du travail étranger, et qui disait l'Europe, comme le Japon, comme la Russie, devrait ouvrir davantage leurs frontières. Donc la réponse des pays européens, ça a été d'avoir une législation un peu à la canadienne, dans certains pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, des permis à points. Donc l'Allemagne a d'abord essayé sans succès une fameuse carte verte. Ensuite, en 2005, on a abandonné la carte verte, permis à points. En Angleterre, on a les permis à points. Donc si vous avez tel âge, vous parlez telle langue, vous avez telle qualification, etc., vous avez des chances de pouvoir entrer. Et puis, alors que l'Europe n'est pas un pays d'immigration de peuplement. Elle a diverses traditions migratoires, mais pas essentiellement une immigration de peuplement, à la différence du Canada ou de l'Australie qui ont des permis à points. Mais si on ouvrait plus à des catégories qui ne sont pas uniquement des joueurs de foot et des créateurs de haut niveau, mais à des gens dont on manque tout simplement sur le marché du travail, c'est-à-dire des gens des gens qualifiés, mais pas uniquement hautement qualifiés, et puis aussi des peu qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui payent le prix de la fermeture des frontières, ce sont les sans-papiers. C'est-à-dire qu'en fait, on fait payer aux sans-papiers l'hypocrisie qui consiste à dire on ouvre un tout petit peu, mais en fait, on ouvre très peu, etc. Donc la plupart des métiers non qualifiés dont on a besoin ou peu qualifiés sont faits par des sans-papiers. Si vous regardez le secteur, par exemple, des personnes qui gardent des personnes âgées, voilà, en Europe, et notamment les badanti en Italie, beaucoup se sont fait régulariser après un certain temps de séjour dans ce pays qui est dépendant de ces métiers. L'agriculture, ça a été dit, il n'y a pas qu'au Maroc où il y a des sans-papiers, aussi en Europe, beaucoup d'opérations de vendange, de ramassage des fruits et légumes, c'est des métiers extrêmement précaires. Les métiers de le nettoyage domestique, également tout ce qui est service, et notamment le secteur très 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 fructueux du tourisme, également le bâtiment qui fonctionne structurellement à 30% d'après les études qui ont été faites après les régularisations sur le travail irrégulier, etc. Donc c'est structurel, c'est pas seulement pour répondre de temps en temps à une pénurie. Donc, et la confection, surtout en France. Donc en fait, tous ces secteurs ne demandent pas uniquement des très hautes qualifications. Il y a des métiers peu qualifiés, moyennement qualifiés, très qualifiés. Et on contourne, en fait. On contourne, on dit, en France, on a la loi Sarkozy de 2006, capacité et talent, mais on a dit, en fait, on va accueillir à peu près tant de personnes. Avec ça, il y en a moins que... Parce que la qualification est tellement élevée que peu de gens entrent dans ces catégories. Puis on a une deuxième contournement, la liste des métiers dits en tension. Alors là-dedans, j'ai regardé la liste, mais la plupart des métiers, j'avoue, je ne les ai pas compris parce que c'est tellement spécialisé dans le bâtiment ou dans la menuiserie ou dans tel ou tel secteur que c'est difficile. Et puis, donc là aussi, on ouvre un peu plus à des non-européens. Et puis des métiers très qualifiés, mais pour lesquels il n'y a pas beaucoup de candidats. Par exemple, les médecins de campagne notamment. En France, en Espagne, on en manque cruellement. Donc là, on fait appel à des étrangers, et notamment pour l'instant des Roumains, des Bulgares qui sont européens, mais pas seulement. Dans les hôpitaux parisiens, il y a énormément de médecins étrangers non européens, plutôt francophones. C'est plus facile pour parler avec les malades. Et donc, on est dans une situation où on n'ose pas dire qu'on a besoin d'ouvrir davantage les frontières. Donc on est dans un système, aucun homme politique n'osera dire, surtout en période électorale, qu'il faudrait ouvrir davantage les frontières, mais la réalité est là.
Donc, ce contexte, disons, qui n'ose pas annoncer la couleur, débouche sur une grande contradiction dans laquelle on est, qui est est-ce qu'il faut ouvrir davantage au marché du travail? Donc, on a des petites opérations, mais qui ne sont pas très importantes en la matière, et ce serait aussi une solution à la crise de l'asile, comme je le disais, puisque plus de gens pourraient entrer sur le marché du travail. Moins d'entre eux, moins parmi eux, seraient des fameux flux mixtes de demandeurs d'asile. Deuxième disons, réponse, la question de l'opposabilité de l'emploi. Il y a un débat qui doit être aussi bruxellois, mais en France, on avait la préférence française à l'emploi, la préférence européenne maintenant à l'emploi 1994. On peut s'interroger sur le profil des métiers qui supposent cette fameuse préférence européenne à l'emploi, qui sont une protection d'un marché du travail dans une économie libérale pour lequel on se demande s'il faut vraiment protéger l'emploi européen quand il y a des contextes de pénurie de main-d'œuvre. Donc ça aussi, c'est un débat sur l'ouverture. Troisième approche, diversifier davantage les voies d'entrée pour plus de catégories de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système qui dit pour l'essentiel des personnes, c'est la fermeture des frontières. Or, si on ouvrait pour plus de catégories, on aurait plus de fluidité, précisément, et notamment les jeunes, pour toute une série de gens qui viennent, qui vont et viennent. La plupart des migrants aujourd'hui, dans le monde, qui est entré dans une ère de mobilité, c'est aller-venir. C'est ça la logique des gens. Et la fermeture des frontières est un blocage à ce projet d'aller-venir qui est souvent une fenêtre d'opportunité très importante. Autre élément également pour avancer là-dedans, c'est finalement inverser la logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs associations de défense des droits de l'homme qui disent finalement, plutôt que de considérer que la fermeture de la frontière est une réponse de souveraineté aux flux migratoires, on pourrait proposer l'inverse, c'est-à-dire qu'en disant que le principe, c'est l'ouverture, mais les pays peuvent fermer. Et là, en termes de légitimité, non seulement de l'ouverture, mais aussi pour montrer que la fermeture des frontières, c'est quelque chose d'exceptionnel, on progresserait, pas nécessairement dans la réalité, mais dans les principes de façon très importante. Et tout ça pour introduire la question du droit à la mobilité. Aujourd'hui, il y a tout un débat qui est en ce moment, puisqu'il y a le Forum mondial migration et développement qui se tient cette année à Istanbul, qui a été amorcé depuis le début des années 2000, en 2003, sur l'idée d'une gouvernance globale des migrations, qui progresse à tout petits pas seulement, parce que beaucoup de pays ne veulent pas aller trop loin dans cette définition. Et l'idée qui a été reprise ensuite en 2006 par Kofi Annan, c'était d'établir, il adorait le multilatéralisme, donc faisons du multilatéralisme pour les migrations, invitons autour de la table les pays d'accueil, les pays de départ, les associations de migrants, les associations de droits de l'homme, les syndicats, les églises, les employeurs, etc., les associations de développement, et essayons d'arriver à une sorte de principe, de plateforme qui servirait un petit peu de règles communes et communément acceptées qui donnent le là pour les politiques migratoires. Alors je suis allée à deux de ces réunions. La première qui était à Bruxelles et le dialogue, parce que tous les 7 ans il y a un dialogue de haut niveau à New York. Et en fait, ce qui était assez intéressant de voir, c'est que il y avait 3000 représentants de toutes sortes de choses, mais le débat était très intéressant parce que le débat c'était il faut promouvoir le droit à la mobilité, faire que la migration soit un bien public mondial, faire qu'on soit gagnant, 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 le fameux win-win-win pour le migrant, pour le pays d'accueil, pour le pays de départ. Et tout le monde avait l'air d'accord, c'était merveilleux, je me suis dit c'est fantastique. Dans les couloirs, c'était pas tout à fait le même discours, parce que les États-Unis ont dit nous, jamais on acceptera qu'il y ait des normes qui s'imposent à nous dans la gestion de nos frontières. Ensuite, il y a des pays qui ont dit nous, on ne veut surtout pas non plus entrer là-dedans, comme la Norvège, par exemple. Et puis, il y avait des pays qui étaient des tout petits pays, mais qui avaient acquis une certaine visibilité sur la scène internationale à cause de leur
activisme, si j'ose dire, sur ce terrain-là, comme par exemple le Népal. Moi, je ne pensais pas que le Népal c'est le pays du bonheur économique brut, je crois, ou quelque chose comme ça. Le Népal qui disait, voilà, nous, on veut vraiment promouvoir toutes ces valeurs du Forum mondial migration et développement, du dialogue de haut niveau, et puis d'autres petits comme l'Érythrée, etc. Donc en fait, certains ont compris le bénéfice secondaire qu'ils pouvaient tirer dans cette diplomatie des migrations telle qu'elle se mène là-bas. Alors ça ne va pas très vite pour dire les choses. L'intérêt, c'est quand même de dénoncer, alors d'une part d'avoir pour socle la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, dont on parlait ce matin, 1990, signée seulement par 48 pays, dont quasiment aucun du Nord. Il y a juste quelques États de l'ex-Yougoslavie, je crois, parmi les pays européens. D'autre part, qui n'a pas été signée par les pays européens, parce que cette convention, qui n'innove pas, elle ne fait que reprendre les droits existants, mais elle propose des droits minimums pour les sans-papiers. Et c'est la raison pour laquelle, au ministère des Affaires étrangères français, on m'a dit, nous, on ne veut pas signer la convention à cause ne peut pas être lié sur les droits des sans-papiers. Donc cette convention sert de base. Et puis, surtout, on pointe les situations les plus criantes concernant les migrations à l'échelle mondiale. C'est-à-dire chaque année, le forum se déplace dans un pays différent et on a comme ça une sorte qui souvent est représentant d'un continent ou d'un demi-continent pour mettre l'accent sur les atteintes les plus criantes à la dignité humaine à travers la migration. Donc ça fait une collection d'expériences, d'études de cas, etc., qui enrichit le dossier. L'idée, c'est effectivement énoncer le droit de migrer, en s'appuyant sur un certain nombre de textes, certains anciens, certains nouveaux, qui portent, disons, cette dynamique. Et à mon avis, c'est une dynamique qui va se poursuivre en termes de militantisme transnational. Tout d'abord, Kant, le projet de paix perpétuelle, l'idée qu'il faut distinguer le droit d'installation et le droit de circulation. Et donc, c'est une des bases de ce droit à la mobilité. Ensuite, antérieurement, on en avait d'autres aussi. On a eu des juristes espagnols du temps de la conquête espagnole de l'Amérique latine, ou un juriste qui s'appelait Vitoria, qui était d'ailleurs allié à Bartolomé de las Casas, qui a dénoncé la situation de dépendance, d'esclavage dans laquelle avaient été mis les Indiens, s'interrogeait sur le droit des Espagnols d'entrer sur le territoire latino-américain. Donc Vitoria, Kant. Ensuite, on a Voltaire qui disait justement à Frédéric II, plutôt que fermer vos frontières, donnez envie aux gens d'entrer chez vous et à vos sujets envie de sortir de chez vous. Et puis, on a aussi plus récemment, donc, parmi les auteurs, Zygmunt Bauman, donc c'est un philosophe allemand qui défend l'idée d'un monde liquide. Il dit tout circule sauf les hommes ou les femmes, et donc essayons de réfléchir sur les progrès qui seraient acquis par cette prise en compte de la liquidité humaine dans laquelle on est entré avec la mondialisation. Il a fait plusieurs livres sur la globalisation. Et puis du côté des textes, on en a quand même quelques-uns. On a le droit d'asile, la Convention de Genève, la Déclaration des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies 1948. Toute personne a le droit de quitter un pays, y compris le sien. Ensuite, on a la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles. On a des droits reconnus par l'Organisation internationale du travail dans 2 conventions sur les droits des migrants. Donc on n'est pas complètement démunis en termes de texte sur le droit de migrer comme droit de l'homme. Et on est aujourd'hui dans un débat complexe où d'un côté, la résistance des États-nations à cette réalité est très forte. On le voit dans le contexte européen. Même les États européens ont du mal à accepter que l'Europe leur impose des normes en la matière. Surtout, à mon avis, parce que la migration, c'est un des derniers domaines d'exercice de la souveraineté sur les frontières. C'est un domaine crucial, un domaine emblématique, si j'ose dire, d'exercice de la souveraineté, ce qui explique la réticence à abandonner ce terrain-là.
de même à changer le droit de la nationalité. Une des solutions aussi pour accroître les possibilités d'harmonisation, ce serait d'harmoniser le droit de la nationalité. Pour l'instant, il n'en est pas question parce que d'une part, ça fait partie de la fameuse subsidiarité, mais d'autre part, parce que les États verraient qu'on empiète très fortement dans leur souveraineté, parce qu'à travers la nationalité, il y a l'histoire de chaque pays, etc., sa définition de la nation, et donc on n'y est pas du tout encore aujourd'hui, même s'il y a eu des petits progrès du côté de plus de convergence, si j'ose dire. Mais dans ce débat-là, disons, les grands ennemis de ce droit de migrer, c'est d'une part les États, dans l'exercice de leur souveraineté, y compris les États qui se découvrent terre d'immigration, comme la rive sud de la Méditerranée, entre autres, mais c'est aussi le cas du Mexique, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas de beaucoup d'autres régions dans le monde. Et puis également les opinions publiques. Les opinions publiques ont beaucoup de retard dans la prise en compte des réalités. Et donc, les réticences sont très fortes. Et dans les pays démocratiques, on regarde les sondages, on regarde les partis politiques qui progressent sur ces thématiques-là. Et donc, c'est un verrou très important au progrès de la promotion du droit de la mobilité comme droit de l'homme du XXIe siècle. Mais les effets pervers sont si importants, si souvent dénoncés, parce que ça a créé une militance associative très forte, ça a créé des quantités d'études aussi de terrain par des gens qui travaillent sur les murs, comme Michel Agier, qui travaillent sur des situations de militarisation des frontières, par exemple comme Claire Rodier en France, mais aussi un chercheur allemand qui s'appelle Dietrich Trennart, qui a montré que beaucoup de ces frontières étaient contrôlées par des entreprises qui travaillent pour l'armée, qui recyclent leur savoir-faire en contrôlant les frontières externes de l'Europe, et beaucoup d'autres études sur les îles de la Méditerranée qui doivent concilier difficilement d'être touristiques et en même temps d'accepter les sans-papiers sur des îles minuscules. Toute une série de situations contradictoires qui font que, disons, le débat s'installe. Le débat s'installe sur le droit à la mobilité. Le débat s'installe sur la façon de contrôler les frontières dans le respect des droits de l'homme, très difficile. Sur l'entrouverte des frontières à des catégories de migrants plus larges que celles que l'on a aujourd'hui, sur la diversification aussi des visas, par exemple, qui permettrait à beaucoup plus de catégories de gens de circuler. Et un des autres obstacles, outre ceux que je vous ai indiqués, qui sont politiques, c'est aussi peut-être une certaine façon de raisonner à Bruxelles en silo. C'est-à-dire d'un côté, on a les gens qui travaillent sur le marché du travail, de l'autre côté, on a les gens qui travaillent sur tout ce qui est réglementation, sécurité, etc. Et donc les deux n'ont pas l'air tellement de se rencontrer. Et le fait d'avoir tellement spécialisé les secteurs est aussi un obstacle à une vision plus large de la question. Donc voilà un petit peu quelques éléments de réflexion sur cette question des frontières. Il ne faut pas oublier que ça fait partie des utopies aussi, l'ouverture des frontières. Hein. Je ne demande pas que toutes les frontières soient ouvertes tout de suite, mais je pense qu'il faut qu'on ouvre de plus en plus les frontières à des échelles diverses. Il y a quelques tentatives régionales qui ne fonctionnent pas très bien. Celle qui fonctionne le mieux, c'est celle les frontières intérieures de l'Europe, celles-ci qui sont ouvertes, mais on a quand même 22 espaces de libre circulation régionaux dans le monde, dont la CEDEAO, dont beaucoup, on a le l'UNASUR en Amérique latine, on a l'ASEAN en Asie du Sud-Est, on a la Russie qui a supprimé les visas de court séjour pour l'ensemble des gens de l'ex-URSS, on a la Turquie qui a ouvert ses frontières à 48 États sans visa, on a des quantités, on a plusieurs espaces de libre circulation en Afrique, dont l'Afrique du Sud et ses voisins, l'Afrique centrale et ses voisins, etc. Donc en fait, la mode, si j'ose dire, est aux espaces migratoires de circulation régionaux. De même, c'est la réponse aussi qu'on donne pour les déplacés environnementaux. Ça va être un sujet crucial, on va en parler bientôt avec la conférence sur le climat à Paris, mais là aussi, la fermeture des frontières peut être une aberration parce que les catastrophes climatiques, elles ne s'arrêtent pas à la frontière. Et donc, la question va se reposer pour des gens qui n'ont aucun statut pour l'instant, les déplacés environnementaux. Il y a eu un groupe de travail modeste qui s'est constitué à Genève en 2011, mais il y a encore beaucoup de failles en la matière.
ils n'auront jamais le statut de réfugié, de toute façon. Et la réponse qui s'amorce, telle que j'ai pu assister à quelques débats, tels que ça se profile, c'est plutôt des réponses régionales pour des migrations internes ou des migrations régionales. Mais pour l'instant, rien d'autre. Donc on a eu beaucoup de failles dans la gestion du droit de migrer encore. On a 13 millions d'apatrides aussi à l'échelle mondiale, etc. Des tas de gens qui finalement sont... Saskia Sassen, elle parle des expulsions, les expulsés. Pas uniquement les expulsés de l'immigration, mais les gens qui sortent du schéma de mondialisation. Eh bien, la question des migrations, elle en fait partie, avec des quantités de cas de figure en la matière. Et la promotion, disons, du débat sur les frontières et du débat sur le droit à la mobilité alimente la réflexion sur la mondialisation qui expulse et qui crée de nouvelles figures de gens qui ne sont nulle part, avec des droits, et pour lesquels on ne sait pas très bien quelle proposition faire, puisqu'ils s'installent dans cette situation pour des périodes parfois très longues, comme par exemple dans les camps et dans d'autres situations de clandestinité pour d'autres. C'est juste une petite question qui concerne ce que vous venez de dire et que vous avez fait une petite conclusion en citant que c'est de l'utopie d'essayer d'ouvrir les frontières. Pour l'instant. Justement. Les utopies d'aujourd'hui sont souvent les réalités de demain aussi. Alors, si ça sera une réalité demain, pour prioriser des mécanismes pour avoir cette utopie-là, ça sera comment, concrètement? Ça sera, faire ça, deux, faire... Donc, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Si on devrait prioriser des mécanismes, on commencera par quelle procédure ou quel mécanisme? On a déjà commencé, si j'ose dire. On a déjà commencé parce qu'on a déjà... Il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est le seul continent d'immigration au monde qui a fermé son immigration de travail, ce qui est un peu paradoxal, suspendu l'immigration de travail salarié en 1973 dans certains pays, 1974 dans d'autres. Donc déjà, ça a créé beaucoup d'effets pervers. Ça a créé le développement qui existait déjà, mais le développement, l'accélération de l'immigration irrégulière. Ça a créé toute une série de situations durables de gens qui étaient sans droit, l'infradroit, comme le disait Daniel Lochac, etc. Donc en fait, on a commencé déjà à entrouvrir les frontières pour certaines catégories de gens. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour les très qualifiés, parce que dans les pays européens soumis à leurs opinions publiques, eh bien, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être annoncer qu'on allait entrouvrir les frontières à des gens très qualifiés en disant ne vous inquiétez pas, ce sont des gens formidables, des gens très bien, qui vont très bien s'intégrer, etc. Donc ça, c'était acceptable par l'opinion publique. Donc on a commencé par les très qualifiés. Et puis en disant qu'on est toujours gagnant si on fait venir des très qualifiés, etc. Deuxième début d'ouverture, on bricole beaucoup dans ce domaine-là. Tout est une série de bricolages. Il y a eu un effort qui a été fait sur le terrain des étudiants. Par exemple, en Europe, aujourd'hui, les étudiants étrangers, qui étaient une catégorie infime parmi les entrées, est une catégorie qui, dans beaucoup de pays européens, dont la France, mais pas seulement, loin de là, a pris de l'ampleur. Et maintenant, ils sont comptabilisés dans les flux migratoires d'entrée, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc on a ouvert un tout petit peu, puis on leur a permis, avec la loi récente de 2012 en France, de travailler, pas seulement d'entrer comme étudiants, ce qui n'était pas le cas auparavant avec la circulaire Guéant de 2011. D'autre part, on a des quantités de statuts qui fonctionnent plus ou moins, mais de saisonniers, y compris des faux saisonniers, comme au Canada, comme en Suisse, et qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont un exemple aussi de règlement de cette question. Souvent, les gens restent pendant 3-4 mois irréguliers, redeviennent saisonniers, etc. Donc souvent, c'est contourné, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a les saisonniers, on a les métiers en tension pour pallier les plus grandes difficultés de recrutement sur le marché du travail, malgré la crise. Donc il y a toute une série, puis il y a d'autres pays qui ont les permis à points, qui ont toutes sortes de formules. Donc en fait, les accords de main-d'œuvre bilatéraux comme l'Italie, là, notamment avec l'Albanie, on n'a plus de bateaux albanais qui arrivent en Italie parce qu'ils ont réglé les choses sur le terrain du marché du travail. Donc en fait, on le fait sans le dire. On le fait sans le dire, mais par toute petite, disons, à tout petit pas, par peur de l'opinion publique. Et puis on ne le fait pas pour
la plupart des gens. C'est-à-dire la plupart des gens, ils sont ni très qualifiés, ni demandeurs d'asile. Et donc, c'est pour cela que c'est le plus difficile. Et donc, c'est eux qui payent, si j'ose dire, le prix de l'hypocrisie. Je vous disais, c'est les sans-papiers, c'est les gens qui n'entrent pas dans les catégories d'entrée légale ou qui ont été déboutés du droit d'asile et qui attendent une hypothétique régularisation. Le fait qu'on soit dans cette logique de régularisation, déjà, c'est l'échec à la fois des politiques de contrôle des frontières et puis de la rationalité de ces politiques si les gens entrent sur le marché du travail. Donc, il y a des choses qu'on fait. On a déjà entrouvert, et puis il y a bien sûr le droit d'asile, mais ça c'est un principe que tous les États européens ont signé en termes de droit. Mais il y a une frilosité à l'égard de l'opinion publique qui est considérable, et sur cette frilosité, c'est ajouter le sécuritaire. C'est-à-dire l'approche sécuritaire de l'immigration a gangréné l'ensemble de la politique migratoire. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on allait faire la guerre à l'immigration. Aujourd'hui, on parle des réfugiés, mais à l'immigration et aux réfugiés. On s'est aperçu que faire la guerre à l'immigration, finalement, c'était peut-être pas nécessairement une bonne idée, et que d'autre part, c'était impossible. C'est trop coûteux. Je ne vous ai pas parlé du coût du contrôle, mais c'est un coût colossal. On en a parlé ce matin avec les chiffres de Frontex et tout ça. Ce sont des petites agences, mais malgré tout, il y a un coût. Le coût des reconductions à la frontière. D'ailleurs, on ne peut pas financièrement ou difficilement pratiquer toutes les reconductions qui sont prononcées. À peine un tiers d'entre elles sont exécutées. Et le coût des centres de rétention, des zones d'attente, des accords que l'on passe avec les pays extra-européens pour qu'ils maintiennent chez eux ou qu'ils acceptent les reconductions à la frontière dans le cadre des accords de réadmission, etc. Il y a un coût administratif énorme, il y a un coût financier énorme, il y a un coût diplomatique très important avec un certain nombre de pays aussi, il ne faut pas oublier ça, un coût économique aussi, bien sûr, on bloque toute une série d'échanges. Donc, à mon avis, il faut reconsidérer tout ça quand on s'intéresse à la question des frontières. Même si on ne peut pas imaginer un monde sans frontières, mais on pourrait imaginer des espaces beaucoup plus larges de libre circulation qu'on a aujourd'hui. Alors c'est vrai que le terrorisme, tout ça, a ajouté aux peurs générales de l'immigration, mais si on avait plus de frontières ouvertes, on aurait beaucoup plus d'allers-retours que l'on a actuellement, par exemple. Alors que tout le monde croit que l'effet d'appel, moi j'ai jamais vu d'études qui montrent l'effet d'appel de façon massive. L'idée que tout le monde va venir en France pour se faire soigner, c'est une idée fausse. Les gens sont jeunes, ils viennent pas pour ça. À 20 ans, on pense pas aller à l'hôpital, en général, heureusement d'ailleurs. Bon, il y a des tas de discours comme ça qui circulent, qui n'ont jamais été démontrés. Et l'idée que plus on est dans cette escalade sécuritaire, plus on est efficace, à mon avis, commence à être remis en question avec les flux récents qu'on a eus de demandeurs d'asile, avec les arrivées des 400 000 depuis le 1er janvier 2015 en Europe, etc. Donc ce qui amène les gens, c'est les crises, c'est l'absence d'espoir, c'est tout ce que je vous ai dit. Mais je ne suis pas sûre que les barrières soient vraiment une dissuasion très forte. Est-ce qu'on peut dire qu'ouvrir les frontières peut avoir plusieurs effets négatifs sur les personnes? La déstabilisation, la perte de l'identité nationale, la déchirure des relations familiales, beaucoup d'autres effets. Oui, ça existe déjà, même dans le cadre de l'immigration légale. Il y a des quantités de travaux qui ont été faits sur les changements familiaux qui sont opérés par la migration, mais frontières ou pas, de toute façon, ça existerait. C'est pas en maintenant autoritairement les gens chez eux qui vont nécessairement y rester. Ce qu'on a vu, par exemple, pour l'Est, on a fait beaucoup de travaux sur l'ouverture des frontières, puisqu'on a une expérimentation à ciel ouvert en la matière. Et c'est vrai que ça a créé des familles où la mère est partie parce qu'elle garde des gens âgés, par exemple en Italie, où c'est le père qui garde les enfants, et ensuite il y a une dame ukrainienne qui va garder les enfants en Pologne, etc. Donc il y a une sorte de migration en chaîne qui s'installe en la matière. Il y a des couples qui se reconstituent en situation de migration, soit dans le pays de départ, soit dans le pays d'accueil. Il y a toute une série d'éléments là-dessus. Mais est-ce que ça n'existerait pas avec des frontières fermées ?
pas nécessairement. Donc ça, c'est l'évolution du monde, si j'ose dire, plus que l'effet de la frontière qui crée ces phénomènes. Les gens sont en permanence aujourd'hui dans des médias qui sont mondialisés. Le monde se donne à voir partout. Donc je ne suis pas sûre que ce soit la frontière qui soit l'élément essentiel de l'évolution des identités. Personnellement, je ne pense pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, certains de ceux qui circulent, qui sont installés dans la mobilité, vivent dans deux espaces, mais finalement sans voir ce qu'il y a entre. C'est-à-dire qu'ils sont d'un côté dans leur lieu d'accueil, dans leur village d'origine, et en fait, ils vivent dans cet espace transnational, mais sans voir tout ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire l'espace disparaît, la frontière aussi, bien sûr, et on vit dans deux espaces. C'est un mode de vie qui existe pour des tas de gens, en réalité, mais c'est aussi pour des Européens qui vivent ici, à Londres, à Paris, etc. C'est un mode de vie qui se développe partout, mais qui est bloqué là où il y a une difficulté de traverser la frontière, mais qui est un élément de développement économique aussi, si la frontière est plus ouverte. Pardon ? C'est le mode primitif de l'homme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis surtout la frontière, il n'y a rien de plus changeant que la frontière, parce que des gens qui ont eu la libre circulation, comme les Algériens, l'ont perdue, de ceux qui ne pouvaient pas circuler, comme les Portugais, l'ont gagné, etc. Donc au fur et à mesure de l'histoire, les frontières bougent en permanence. Donc le sens de la frontière lui-même peut être parfois remis en question. C'est juste pour dire que la question de la mobilité est une question complexe et multidimensionnelle. Oui. Il y a un sujet qui a été peut-être un peu, qui n'a pas été abordé, c'est le rapport entre la mobilité et le vieillissement des populations. On sait très bien, c'est un problème réel dans les pays européens et dans l'Amérique du Nord. C'est un vieillissement qui se fait dans un rythme accéléré, c'est un vieillissement irréversible. On ne peut pas attendre un jour que les populations européennes vont devenir jeunes ou bien les populations américaines vont devenir jeunes. Donc, cette question-là, je pense que même dans les pays de départ aujourd'hui, la Tunisie dans 2050, on aura 22% de personnes âgées parmi la population totale. Donc, ce rythme de vieillissement pourra, je pense, à mon avis, pousser les décideurs à revoir leur position à l'égard de la mobilité pour traiter cette question de façon claire. Parce que lorsqu'on parle toujours de la migration, on oublie cette question de vieillissement des populations européennes. Ce n'est pas un choix. Le besoin existe réellement. Toutes les données démontrent que le besoin existe. Sauf que les décideurs européens peut-être voient qu'on va chercher les étrangers, mais on va chercher les étrangers de qualité. Et donc, on va essayer de voir des produits finis qui ont suivi toute leur éducation dans les sociétés en voie de développement, et puis avoir un produit, c'est-à-dire des personnes directement productrices. On veut avoir, mais on ne veut pas contribuer à la formation de ces gens-là et avoir des immigrés qui viennent en famille avec des enfants et investir dans ces familles-là et avoir contribué pour avoir un produit fini. Et ça, c'est un problème réel. Moi, je connais bien le contexte de la migration au Canada, comment ça se font les choses, ou bien dans d'autres pays. Bon, si je présente aujourd'hui, certainement, j'aurai mon carte de résident permanent. Dans 3 ans, j'aurai ma nationalité canadienne. Mais si un simple ouvrier tunisien ne peut pas avoir ça. Absolument. Ou bien, c'est un problème réel. Donc, les pays destinataires de la migration, je dis sincèrement que sont en train de profiter d'un effort qui a été fait dans les populations pauvres en voie de développement pour avoir un produit fini directement producteur, directement, qui contribue au développement économique, alors que dans nos sociétés, on a encore besoin de ces compétences-là, de ce capital humain-là, et ça, c'est un problème réel. Alors effectivement, le vieillissement, pour illustrer le début de votre intervention, dans les pays de transition démographique comme les pays du Maghreb
la question va se poser effectivement à l'horizon 2030-2050, et à tel point que certains pays qui n'étaient pas spécialement ouverts à la question des droits de l'homme, comme l'Italie du temps de Berlusconi, eh bien, ont ouvert leur résidence aux femmes qui gardent les gens âgés. L'essentiel des badanti ont été régularisés par vagues successives avant et pendant la période Berlusconi, parce que les familles qui votent éventuellement qui votaient pour M. Berlusconi voulaient qu'on régularise la personne irremplaçable qui garde 15 heures par jour, la grand-mère, etc. Donc il y avait effectivement une certaine contradiction, mais ces contradictions on les trouve partout. C'est-à-dire les gens moi j'habite un quartier dans Paris où il y a plein de personnes âgées qui sont gardées en général par des femmes visibles, comme on dit. Jamais elles sont interceptées, on leur demande leurs papiers. On n'oserait pas demander à ces personnes qui font un travail respectable, si j'ose dire, de contrôler leur identité. Donc c'est accepté. Donc il y a une hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'on les maintient comme sans-papiers pendant des années alors qu'elles pourraient prétendre à entrer légalement sur le territoire, par exemple. Sur l'immigration qui correspond aux besoins, paradoxalement, beaucoup de pays d'immigration de tradition n'ont pas la législation qui convient, si je veux dire. Par exemple, aux États-Unis, c'est la deuxième région d'immigration au monde, le premier pays d'immigration au monde en termes de flux, si on compte, parce que l'Union, c'est quand même 28 États, eh bien, il a une politique d'immigration qui est curieusement fondée essentiellement sur le regroupement familial, ce qui ne correspond pas du tout aux besoins d'un pays monde qui a besoin des compétences mondiales. Alors, il contourne un petit peu le phénomène à la fois en ayant inventé les visas H1B pour les qualifiés, très qualifiés, et puis avec des programmes pour les étudiants, etc., du monde entier. En même temps, on peut tirer pour, disons, ne pas avoir que les familles des gens qui sont déjà là. Il y a des tirages au sort qui se font dans les consulats américains du monde entier pour avoir des cartes vertes, pour rééquilibrer les régions du monde, etc. Donc c'est curieux, si j'ose dire, hein. Mais ils sont très attachés à leur système de regroupement familial et de vote, ce qui est un symbole. En Europe, on pourrait imaginer qu'on vote le nombre d'entrants chaque année, soit au Parlement européen, soit dans chaque État, ce qui permettrait de mieux assumer le fait que l'Europe est un continent d'immigration. Ça, c'est un symbole fort. On fait la même chose au Canada. On vote chaque année les 200 000, 220 000 entrants légaux. Aux États-Unis, c'est à peu près 800 000. Mais alors, le résultat, c'est des permis à points pour l'idée qu'on va faire un futur citoyen canadien. Sauf que le résultat, c'est que les gens sont entrés parce qu'ils sont très qualifiés. Mais après, ils n'entrent pas nécessairement sur le marché du travail parce qu'ils se heurtent aux ordres professionnels, à toute une série de difficultés. Et il y a une blague qui consiste à dire, si vous voulez un médecin de quartier, commandez un taxi. Donc ça veut dire que à la première génération, les gens entrent difficilement dans la qualification qui était la leur quand ils se sont présentés pour les services d'immigration au Canada. Même problème en Australie. Il y a beaucoup de gens qui restent dans des situations difficiles qui ne correspondent pas à leur qualification avec ce système de permis à points. Je crois qu'aucune législation n'est complètement satisfaisante, mais s'il y a un écart trop grand entre la législation, les besoins et les profils de migrants, on arrive dans une politique qui n'ose plus dire son nom, d'hypocrisie, d'inefficacité, avec des quantités de sans-papiers. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui dans pas mal de pays d'accueil. Deux questions rapides. La première qui est à caractère un peu prospectif. Vous avez parlé un peu de l'Europe. J'ai quelques cartes sur de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Mais il y a d'autres régions, je veux dire l'Amérique latine, au niveau des pays, pas dans les médias, mais un peu sur le moyen terme, et aussi au niveau des pays émergents d'Asie. Comment se fait un peu le regard sur l'avenir moyen, pour ne pas dire proche, au niveau des perspectives ou de la prospective de la mobilité à l'échelle internationale? Est-ce que des pays émergents aujourd'hui peuvent arriver à une situation où ils seront demandeurs de plus de main-d'œuvre? Alors, oui. Attendez, je n'ai pas terminé. La deuxième question, c'est
Par rapport à des pays, l'Asie par exemple, vous n'avez pas du tout... Non, comment ça se passe au niveau du côté de l'Asie oui, je peux en parler. dans une perspective planétaire, hein, je veux dire mondiale. Et donc par exemple, un pays comme... tout à l'heure vous avez parlé de l'Italie, mais un pays comme le Japon, quelle est l'énigme qui fait qu'un pays aussi vieillissant, je veux dire au niveau de sa structure et sa pyramide d'âge, je crois, ils sont à 22 déjà. Ils sont déjà à 22 et qu'il n'y a pas d'immigration. Comment font-ils pour leurs personnes âgées? Qui les prend en charge? Quel est le système? C'est ça la question. Je veux dire, pourquoi il n'y a pas de flux? Et, enfin, pour moi, c'est une énigme. Merci. Merci pour toutes ces questions sur l'Asie. Alors déjà, il y a plusieurs configurations migratoires en Asie. Maintenant que j'ai les cartes, je ne savais pas que c'était fermé. Je peux vous les montrer. Il y a plusieurs configurations migratoires. Il y a d'abord deux géants démographiques qui produisent aussi une immigration géante, qui sont l'Inde. On a à peu près 30 millions d'Indiens à l'étranger et 50 millions de Chinois à l'étranger. Donc déjà, ça c'est colossal. Surtout dans la région, comme je vous disais, ils sont partout, mais surtout dans leur région. Donc régionalisation des flux également dans leur cadre. Et certains sont des pays plutôt de départ, mais c'est comme pour le Maghreb, ça change. C'est-à-dire les pays qui étaient des pays de départ comme les Chinois, par exemple, 50 millions à l'étranger, c'est pas une bagatelle, eh bien, c'est devenu aussi un BRICS et c'est un pays d'accueil aujourd'hui, la Chine. Il y a une migration européenne, une migration internationale aujourd'hui en Chine. Pareil pour l'Inde, il y a des gens qui vont travailler en Inde, etc. Pas seulement des Indiens revenus des États-Unis, mais aussi il y a des pôles d'attraction. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il y a des pays qui ne sont que des pays d'accueil, comme le Japon. Donc, on a plus de 100 millions, 120 millions, je crois, de Japonais au Japon. Et ils ont une immigration. Alors déjà, ils ont des Coréens. D'après, moi j'ai assisté à quelques séminaires là-bas, il y a une très grande... Enfin, les Coréens vivent de façon très... dure. La discrimination, nous, on ne fait pas la différence, mais eux, ils la font entre des Coréens du Sud et des Japonais. D'autres pays, il y a l'image du colonisé aussi entre les Coréens du Sud et le Japon. Ils ont une migration chinoise également. Ils ont quelques autres nationalités moins nombreuses qui travaillent dans des chantiers du bâtiment, comme des gens du Pakistan, par exemple. En fait, ils ont quand même un tout petit peu tenu compte de la situation démographique. Parce que c'est un des pays du monde, avec la Chine, où c'est le plus difficile d'acquérir la nationalité. La nationalité japonaise ou chinoise, vraiment, c'est dur. Il y a des quantités de paliers, etc. Ils ne donnent même pas la nationalité japonaise aux Japonais qui sont partis dans les années 20 au Brésil, les fameux Nikkei-jin, et qui rentrent au Japon. Mais en revanche, on peut, avec beaucoup de patience, si on est étranger, acquérir la nationalité japonaise maintenant. Et ils ont changé leur législation. Il y a des quantités de paliers, mais c'est le parcours du combattant. Donc, il y a la prise de conscience qu'ils ont besoin de faire des nationaux avec les étrangers. D'autre part, ils ont une migration irrégulière dans toute une série de secteurs qui sont liés au vieillissement, le bâtiment, l'agriculture, etc., qui existe, qui est un peu nié, mais qui existe. Et puis, ils ont une migration très qualifiée de type international également. Donc, le mythe de la pureté, qui était très fort au Japon, est en train de s'effriter face à la réalité japonaise. Tandis que ailleurs, on a des pays beaucoup plus qui se définissent comme plus facilement dans les pays d'Asie, multiethniques, multiculturels. On a d'autres grands pôles de migration, comme la Corée du Sud, qui est très prospère et donc qui attire des migrants. On a Singapour, on a Taïwan, on a Hong Kong, et puis des pays qui sont l'un et l'autre à la fois selon la situation. Thaïlande, Malaisie, par exemple, ça dépend de la conjoncture. On a des pays qui sont que des pays de départ. Tout à l'heure, je montrais la carte des Philippins. Un Philippin sur 10 vit à l'étranger. Donc, il est surtout dans cette région d'Asie du Sud-Est, mais ils sont dans le monde entier, toujours dans les mêmes métiers. Les femmes gardent des enfants et des personnes âgées. Les hommes travaillent sur les bateaux, les sea men. Et donc, ils sont dans ces secteurs-là. Et le pays, alors ça a créé une sorte de, comme on a dit ce matin d'ailleurs, de développement humain des Philippines. Les enfants sont mieux scolarisés, ils ont accès à la société de consommation, etc. Mais en revanche, le pays est complètement dépendant des migrations. C'est-à-dire qu'ils ont fait une statue à l'honneur de la femme philippine qui envoie beaucoup d'argent. Comme elle vit chez des personnes âgées, elle a
quasiment aucun frais pendant sa migration. Et donc, finalement, la dynamique économique est complètement tournée et rentière, quoi, est tournée vers la migration comme rente, comme on trouve dans la vallée du fleuve Sénégal, comme dans quelques autres endroits du monde. La dépendance à l'égard de la migration est très forte. C'est ce qui est en train de s'installer en Afghanistan. Les Afghans continuent à partir parce qu'ils considèrent que chez eux, il n'y a aucun espoir. Et donc, la guerre a créé une dynamique de départ qui a entraîné une sorte de dynamique de dépendance à l'égard des transferts de fonds. C'est pareil, mais c'est très manifeste aux Philippines, par exemple. Alors, je ne vous avais pas présenté d'autres endroits. Alors, voilà, les migrations dans cette région qui sont intenses, parce que c'est quand même le plus grand réservoir de population du monde, il ne faut pas l'oublier. Et puis, je voulais vous montrer sur la fin les villes, l'urbanisation galopante de la planète, parmi les éléments de prospective. Eh bien, les villes les plus peuplées du monde, qui ont plus de 12 millions d'habitants, comme vous le voyez sur la carte, c'est essentiellement des villes asiatiques, qui sont des villes qui deviennent aussi des pôles de mobilité interne, internationale, etc., comme on le voit ici, avec aussi des formes d'exclusion, les fameuses exclus de ces villes. La bidonvillisation aussi des grandes mégapoles en fait partie. Et puis, dans les autres éléments, donc, les villes qui sont menacées parce qu'elles sont au bord de la mer, beaucoup de ces villes sont en Asie aussi. Donc, elles sont directement menacées par le changement climatique. On le voit d'ailleurs là, je crois que j'ai une petite carte. Voilà. Les choses sont figées, sont telles qu'elles sont. Ça bouge. C'est-à-dire les pays qui étaient des grands pays d'émigration autrefois sont devenus des pays d'immigration. Ça, c'est l'histoire. Il suffit de regarder un petit peu sans aller très loin. Donc, les Suisses, c'était un grand pays d'immigration. La France, c'était un grand pays d'immigration. Plus près de nous, les Italiens, c'était un grand pays d'immigration. L'Espagne, le Portugal, ils sont devenus des pays d'immigration. Je crois qu'on est dans une configuration où le Maghreb aussi a tendance à aller dans cette tendance. Moi, je constate, enfin, d'après les chiffres qu'on voit officiels, les arrêts au niveau des frontières des Marocains qui tentent de partir, il y a de moins en moins. Je ne sais pas si ça va durer ou c'est parce que les stratégies, on sait qu'il y a la crise, que ça ne vaut pas le coup d'y aller de l'autre côté, et ainsi de suite. C'est probable. Mais en tout cas, ce sont des choses. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, même si on a anticipé sur ce qui va se dire peut-être avec Saïb, sur la mobilité des compétences. Là aussi, il ne faut pas croire. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont été déçus en partant de l'autre côté et qui voient qu'il y a un phénomène de déclassement. C'est vrai, tout à fait. Hein. Quand on est médecin et qu'on arrive au Canada et on vous donne le truc d'infirmier, il faut repasser ses diplômes, ça fait réfléchir. Donc maintenant, l'information circule. Donc il y a énormément de choses et je crois, même les pays européens, donc le terme d'ailleurs fuite des cerveaux, c'est pas les Africains ni nous qui l'ont inventé, c'était les Européens, c'était les Anglais, je crois, qui l'ont qualifié la première fois au début. Donc c'est pas nous, mais ce sont des choses qui passent. Donc c'est une évolution naturelle, classique, et même quand on parle, quand on fait échange contre échange, et c'est là où je voulais réagir, c'est pas vrai, parce que si on veut prendre les diplômés, c'est pas les diplômés tunisiens ou les diplômés marocains. À l'intérieur de ces diplômés, il y a des catégories. On va prendre l'ingénieur, le médecin, l'infirmier, mais on ne va pas prendre celui qui a un master de sociologie ou de trucs comme ça. Il ne faut pas croire, ou une thèse de... Donc on choisit parce qu'en fonction du marché de l'emploi. Et ça, je crois, c'est ça ce qui est primordial. Bon, il y a eu des tentatives pour comment faire compenser, ainsi de suite, parce qu'il y a des pays où il y a plus de médecins à l'extérieur que dans les pays d'origine. Hein, donc, surtout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc il y a un problème. La seule chose, et je ne veux pas, c'est de l'utopie, oui, je suis utopiste. Comme disait Lamartine, les utopies ne sont que des vérités prématurées. Et je crois que je suis dans ce sens et je rêve. Je crois qu'il faut qu'on travaille nous-mêmes, qu'on s'interroge, qu'on avance. Et je crois que le mouvement que, par exemple, les Tunisiens ou les Algériens ou les Marocains ont connu depuis 2011, ça permet un petit peu cet espoir, cette ouverture. Parce qu'on a envie de partir. Il l'a dit très bien tout à l'heure, Catherine, c'est quand on veut partir, pourquoi on part? Donc la plupart des études qu'on a fait, parce qu'on ne voit pas d'avenir, on est déçu, on voit de l'autre côté de l'image, il y a un appel, en même temps on est assigné à résidence. Et quand il y avait la mobilité, la liberté, la circulation, je crois qu'il y avait beaucoup d'études qui ont été faites, on partait, on regardait, on dit bon c'est ça, moi je suis d'une génération, on avait le sac à dos, on avait la carte Interrail,
On pouvait circuler un mois en Europe et on revenait. On disait c'est ça l'Europe et on revenait chez nous. Les jeunes, depuis quelques années, depuis une vingtaine, depuis 92, depuis Schengen pratiquement 86, n'ont plus cette possibilité de voir du visu. C'est-à-dire même quand on parle avec nos étudiants, ils disent ouais mais monsieur parce que vous avez été, moi j'ai envie de faire mon expérience moi-même. On ne lui donne pas la chance de faire cette expérience. Donc il faut retrouver le chemin de confiance de part et d'autre. Et c'est ça que je voulais dire parce que j'ai entendu des questions, on rêvait de l'autre côté, mais je crois ici il y a beaucoup de choses à faire et on a plus de chances de faire des choses ici que de les faire de l'autre côté. Et merci. Par rapport à la fuite de cerveau, bon, c'est un thème très, un peu aussi idéologique en fait, et je suis assez d'accord avec Mehdi. Nous, dans les études qu'on avait fait dans les années, fin des années 90-2000, il y a aussi des facteurs très qualitatifs qui fait qu'on a envie de revenir dans son pays d'origine. Parce qu'on croit, on croit en gros qu'un diplômé tunisien, algérien et marocain veut partir en Europe parce qu'il va mieux gagner. Bon. Mais c'est aussi des aspects qualitatifs, les espoirs de vie qu'il a dans son pays d'origine par rapport à des aspects, la liberté d'expression, la liberté culturelle. Et on l'a bien vu après la révolution tunisienne, je citais cet exemple, et ça fait le lien entre nos exposés, je citais cet exemple de polytechniciens qui étaient prêts à diminuer leur salaire par 2 pour rentrer pour le pays. Donc je dirais que la balle est aussi dans le camp de la Tunisie. Si la Tunisie devient une grande démocratie, beaucoup de gens rentreront. Si la Tunisie redevient une petite dictature douce, beaucoup de gens resteront. Donc il y a aussi ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que les facteurs sociétals, culturels, politiques, l'idée qu'on a un espoir pour ses enfants, qu'on ne va pas vivre avec un portrait de Ben Ali dans toutes les pièces dans lesquelles on va se déplacer, c'est aussi un facteur d'incitation. Non pas que les gens sont politisés, non pas qu'ils ont une grande conscience politique, mais c'est que moi, quand on faisait l'enquête avec Saïd Ben Sedrine pour l'INTES, donc cette institution qui organise également, on avait aussi tous les facteurs qualitatifs. On veut voir des films au cinéma, on ne veut pas que les pièces soient censurées, on veut pouvoir avoir de la littérature et tout ça. Et tous ces facteurs, les gens étaient prêts à gagner moitié moins pour vivre à côté de leur mère, leur grand-père, parce qu'ils aiment leur pays. Les gens aiment leur pays. Les gens ont envie de vivre dans leur pays. Et quand ils n'y vivent pas, c'est pas parce qu'ils veulent gagner 50 000 euros à Paris. C'est parce que aussi, il y a un moment donné, la perspective est bouchée. Si vous montez un restaurant et que vous savez que la mafia, 2 mois plus tard, va prendre votre restaurant, vous n'avez pas envie de monter un restaurant à Tunis. Donc je dirais la balle, elle est aussi dans le camp des pays, parce que la fuite des cerveaux, c'est souvent le gros thème pour dire, oui, l'Occident vole. Il vole, mais le vol est dans les deux sens. Et j'ai envie de dire que les diplômés sont d'abord volés par certaines élites du pouvoir qui les empêchent de grandir dans leur propre pays. Et ça, c'est une réalité. Alors, ensuite, c'est une question que je voulais poser à Catherine. Toi qui es souvent en contact avec les politiques et les décideurs, quand tu leur exposes ce genre de thèse, de travaux, parce que c'est des travaux nourris d'analyse. Oui, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils te disent, vous avez raison, mais je ne peux pas parce qu'il y a l'extrême droite, ou est-ce qu'ils pensent que tu as tort? Parce que, je répète ma question dans un autre sens, est-ce qu'ils sont totalement convaincus qu'il faut une politique sécuritaire pour le bien de la France, ou est-ce qu'ils savent, ils te disent, vous avez raison, mais on ne peut pas parce qu'il y a un contexte politique? Le sens de ma question est de savoir, est-ce qu'ils sont complètement aveuglés par un nouveau dogme migratoire, la fermeture, ou est-ce qu'ils savent qu'il faut faire ce discours parce qu'ils veulent gagner les élections? Cynisme ou aveuglement? Moi, j'aurais tendance à dire, organisé à l'initiative du ministère des Affaires étrangères, à la fin de la réunion, quand tout le monde était sorti, le responsable, je ne sais pas quoi, mais migration au ministère des Affaires étrangères, il m'a dit, vous avez raison, on devrait supprimer les visas. Mais il a ajouté, oui, mais ça nous rapporte aussi de l'argent, voilà. Son argument. Et donc, il y a eu tout un débat, par exemple, idiot, si j'ose dire, qui a eu lieu entre l'Union européenne et la Russie. Et la Russie, qui veut attirer des Européens, a des visas. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'aller en Russie, mais vraiment faites-la, ne serait-ce que pour voir la difficulté qu'on peut avoir pour obtenir un visa, quelle que soit la nationalité. Et la Russie a dit, nous on est d'accord, on se croirait encore du temps de l'ancien système, si j'ose dire, il faut faire la queue, etc., revenir, bon, il faut écrire en noir, sinon si on a fait en bleu, il faut recommencer en noir, enfin c'est épouvantable. Bon, bref, et la Russie a proposé, Poutine a proposé à l'Union européenne de supprimer les visas. Et en France, pas seulement en France, en Europe, on a répondu oui, mais à l'époque il y avait les Tchétchènes, donc il y a un risque sécuritaire. Bon, c'est quand même pas massif, mais bon. Et donc Poutine a dit nous on veut la réciprocité, donc on maintient les visas. Donc il y a ce débat qui est engagé, et la Turquie a le même débat avec l'Union européenne, puisqu'on dit à la Turquie, il y a plein de gens qui sont chez vous, c'est un pays de transit massif, vous nous envoyez des milliers ou des millions de gens. Et donc la Turquie maintenant est le grand pays d'émigration vers l'Europe, puisque c'est le premier, 4,4 millions Turcs en Europe.
à avoir maintenant un solde migratoire négatif. C'est-à-dire qu'il y a plus de Turcs, de gens qui reviennent en Turquie, ou de doubles nationaux, que de Turcs qui partent à l'étranger comme migrants. Donc la Turquie a dit, nous, on demande la suppression des visas. Et pour toute une série de débats, de négociations qui ont eu lieu, finalement, elle n'a pas obtenu, parce qu'on a dit, non, dans ce cas, c'est un régime européen, vous ne faites pas partie de l'Union européenne, etc. Mais logiquement, on devrait supprimer les visas avec la Russie, on devrait supprimer les visas avec la Turquie. C'est des aspects idéologiques. Donc il y a des gens qui sont tout à fait d'accord pour dire c'est archaïque dans les gens que j'ai rencontrés. Et puis il y en a qui sont habités par le syndrome sécuritaire. Par exemple, j'étais à une réunion à Bruxelles qui est organisée par une espèce de think tank, European Policy, je ne sais pas quoi. Et j'ai rencontré une personne qui était, à la Commission européenne qui travaillait sur ces questions. Et elle considérait que la question de l'immigration, c'était vraiment une question de sécurité. Donc il fallait appliquer les instruments de la sécurité, c'est-à-dire militarisation des frontières, visa, etc., et sans sortir de ce schéma-là. Donc on rencontre un peu tout. Mais il y a quand même des gens qui commencent à se poser des questions. Ils aiment bien qu'on leur parle d'autre chose que des sujets sur lesquels eux sont. C'est-à-dire quand on leur dit, voilà, il y a tel travail qui a été fait sur tel sujet, telle région du monde, etc., ça les intéresse quand même, dans l'ensemble, intellectuellement. Après, est-ce que ça a un impact sur leur pratique ? Je ne voudrais pas m'avancer, je ne pense pas beaucoup. Mais ils constatent quand même qu'il y a un certain consensus de tous les chercheurs, de toutes les organisations internationales, de tous les rapports des ONG sur la question de l'ouverture des frontières aujourd'hui, dit différemment, mais quand même, il y a un consensus là-dessus, donc parfois ça les interroge. Pour vous poser une question, ne voyez-vous pas que ce que nous vivons aujourd'hui comme situation de la migration sur le plan mondial est en quelque sorte une partie des résultats ou des à côté de la fameuse mondialisation ou globalisation qu'on a prônée pendant des années et que certains pays ont défendu et que c'est en fait la politique des multinationales derrière, en cherchant un profit partout dans le monde, a créé ces dysfonctionnements au niveau de la migration. Alors, en partie, mais moi je ne suis pas économiste, mais j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus large, parce que la mondialisation, c'est celle de l'information, c'est celle des transferts de fonds. 400 milliards de dollars envoyés par les migrants en 2013, c'est plus que 3 fois l'aide publique au développement. Donc ça fait vivre quand même c'est du développement humain, si j'ose dire, ça fait vivre des quantités de gens dans le monde entier. Et puis, disons, une sorte d'uniformisation de certains modèles de vie qui sont transmis notamment par les médias. Donc je pense que ce n'est pas uniquement les multinationales qui sont à la source de cette globalisation, si j'ose dire. Et puis, je pense que surtout, on est dans une époque, parce que je suis politologue de formation, de crise de l'État-nation en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience que finalement, l'État-nation, ça a été une période, parmi d'autres, de constitution d'entités politiques, et qu'aujourd'hui, dans toute une série de domaines, on a déjà, sans le dire, on a déjà dépassé l'État-nation. On a l'Europe, bien sûr, pour ce qui est des Européens, mais beaucoup d'autres entités ailleurs. Et surtout, il y a des tas de domaines où, en fait, c'est plus l'État qui est le lieu de la décision. La décision, elle se fait à un échelon beaucoup plus large ou plus étroit, parfois à l'échelon régional, mais souvent à un échelon plus large, parce que ça n'aurait plus de sens. On ne peut pas dire on va être autosuffisant, par exemple, on va choisir les pays voisins avec lesquels on va faire du commerce, avec lesquels on aura des échanges de main-d'œuvre. Donc on est dans un registre d'échanges qui, partout dans le monde, et dans un contexte international large aujourd'hui, on est dans un monde interdépendant. On est entré dans un monde interdépendant. Et donc, il y a toute une série de théoriciens de la crise de l'État-nation sur lesquels je ne vais pas revenir, mais tout ce qui est transnational, tout ce qui est interdépendant, tout ce qui est de l'ordre de la liquidité, comme dit Bauman, est une réalité, sauf pour la question des frontières. La crispation essentielle, c'est la circulation des personnes. Mais tout le reste circule déjà. On ne le dit pas, mais en réalité. Heureusement d'ailleurs, dans beaucoup de cas. Et donc, je pense que la question de l'ouverture des frontières, elle renvoie aussi à cela. Certains appellent ça l'archaïsme.
l'archaïsme du contrôle des frontières dans un contexte où finalement on est dans un phénomène de circulation globale. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir toutes les frontières demain. Je dis qu'il faut réfléchir au bien fondé de la fermeture et de voir les effets pervers de cette fermeture et réfléchir à des moyens d'ouvrir davantage dans toute une série de secteurs où on pourrait s'accommoder beaucoup mieux de suppression des visas, ouverture à des catégories plus larges, revoir les fermetures à la migration de travail et les oppositions nationales ou régionales à l'emploi.